Allô Disney? Bah c'est Vince là, vous avez vu ce qu'on a fait avec la petite Charlotte et la petite Ronda? C'est bien, ça vous a plu, ça? Bah signé, quand est-ce qu'on signe? Non, bah ça a raccroché. Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch pour parler de WrestleMania Backlash, le premier premium live event post-WrestleMania 38, un événement qui s'est tenu dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mai 2022, à retrouver en exclusivité sur le WWE Network. 6 matchs sur la carte, absolument rien dans le kick-off. Nouvelle saison, nouvelle rivalité, nouveau combat. WrestleMania, l'événement qu'on attend le plus de l'année. Bah c'est maintenant, c'est... on l'a déjà fait? Ah écoute, non, je me souviens pas, T'es sûr que j'étais là, WrestleMania? Mais là, l'événement, ça s'appelle WrestleMania aussi, donc c'est... Ah, WrestleMania Backlash. Ah, c'est du marketing, c'est Monsieur Khan. Ah bah ça, il nous ramène beaucoup d'argent, mais on sait jamais quoi en foutre de ce pognon. Ah quoi? Et j'ai fait un combat contre eux? McAfee? McAfee? Ah non, ça c'est un antivirus, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, mais ça c'est la carte de WrestleMania, mais je vais même pas me souvenir d'y avoir foutu les pieds. Non, bah pour ce soir, on refait les mêmes matchs, moi je m'en souviendrai. Puis, de toute façon, les gens ils sont habitués à voir tout le temps les mêmes matchs. C'est vrai qu'en rajoutant un WrestleMania à Backlash, on aurait pu rajouter un petit édito écrit en tout petit, avec, on nous remontre, les mêmes matchs qu'à WrestleMania. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, je vais même commencer par la conclusion. WrestleMania Backlash était un très très bon premium live event. Ça fait du bien de voir un événement digeste qui a tenu sur moins de 4 heures, on passera évidemment sur les nombreux clips entre chaque combat, mais ça on connaît maintenant les obligations liées à Peacock qui diffuse de la publicité quand vous voyez toujours éternellement le même clip sur Bobby Lashley. Une assez bonne production, une très chouette ambiance. Bref, avant de rentrer dans les détails et les résultats de chaque combat, je vais vous inviter tout simplement à même couper cette vidéo, à prendre 3 heures de votre temps, en accélérant peut-être entre les combats, et regardez WrestleMania Backlash. Ouais, regardez-le. Je sais que beaucoup n'avaient pas prévu de le regarder, mais sans déconner, ça vaut le coup. Oui, vous n'allez pas me mentir, vous n'avez pas prévu de le regarder, il y avait beaucoup moins d'excitation sur ce WrestleMania Backlash que les précédents pay-per-view de WWE. Alors il est vrai que c'est un constat qu'on fait sur la chaîne déjà depuis quelques temps, quand on a moins d'attente pour un événement de WWE, généralement on est agréablement surpris, alors, allez-y, regardez-le. Allez, j'attends, je patiente, y a pas de souci, prenez votre temps, allez. Regardez-le en une fois, en 2 fois, vous reviendrez me voir à la fin de la semaine. Non, vous restez quand même. Bon, on est parti, je vais tout spoiler. Le show va s'ouvrir avec la revanche, très anticipée. Bon, c'est un show avec plein de revanches. Entre Cody Rhodes et Seth Rollins, et là il faut dire qu'on est dans le mood WrestleMania, puisque Seth Rollins il a remis exactement la même tenue qu'à WrestleMania. En effet, il s'est pas cassé le cul à cosplayer Aksana pour partir sur une défaite. Alors merde, on ressort la tenue de prestige et on va battre Cody Rhodes ce soir. Sauf que ça va pas se passer exactement comme ça. À l'issue de 20 très bonnes minutes de catch qui n'ont rien à envier à celle de WrestleMania, Cody Rhodes va l'emporter dans un match qui racontait une excellente histoire, à savoir en effet Seth Rollins beaucoup plus préparé à l'idée d'affronter Cody Rhodes. Il avait anticipé certains de ses moves, il lui a posé des problèmes, il l'a surtout agacé. On a vu un Cody un peu plus agressif, un peu plus piqué au vif de voir un Seth Rollins plus provocateur. Ceci dit, 20 minutes de combat et c'était total non-stop action, aucune avarice en termes de rythme, de bump, des enchaînements fluides, une alchimie totalement naturelle. Tout au long du combat, on a vu que Seth Rollins a usé de pas mal de tactiques assez déloyales. Cody Rhodes, il a été présenté jusqu'à présent comme une espèce de gentleman du ring, à ne pas céder sous la colère, la pression. Et ceci dit, dans cette fin de match particulièrement haletante et endiablée, Rollins va réussir à amener un roll-up et va se servir du maillot de Cody Rhodes pour appliquer plus de pression. Il n'obtiendra qu'un compte de 2. Cody va ensuite le contrer, lui porter le même roll-up et va tirer le maillot pour remporter la victoire. Alors en effet, la surenchère d'utilisation de roll-up à la WWE va peut-être décrédibiliser ce qui s'est passé dans ce combat. Il y a une notion de tout ça pour ça. En effet, on fait aussi des running gags sur la chaîne. D'ailleurs, allez, le fanservice. Seth Rollins, welcome to the roll-up zone. Mais en revanche, je me refuse de penser que c'était un finish à la con et pas créatif. Au contraire, Cody Rhodes s'est servi de la gruge de Seth Rollins pour le piéger à son propre jeu. Et scénaristiquement, c'est une bonne décision parce que Cody Rhodes va pas tomber dans le cliché du babyface un peu fade. Au contraire, je trouve que c'est cool qu'il ait du caractère, du répondant. Il va évidemment, et il l'a dit en conférence d'après-match, vouloir se diriger désormais vers le championnat WWE, et oui déjà. Mais on peut penser que Seth Rollins ne voudra pas en rester là, frustré comme il est, et que la prochaine échéance qui tombera au mois de juin, à savoir Hell in a Cell, sera le point final pour régler
les hostilités définitivement. Et Cody Rhodes, dans un Hell in a Cell, il peut faire des dingueries. Excellent match, très certainement le meilleur de cette soirée. Bravo messieurs, merci pour le spectacle et merci pour le plaisir du catch, tout simplement. C'était évident, il fallait se mouiller la nuque pour passer au combat suivant qui allait opposer Bobby Lashley à Omos. Ah, on n'a pas forcément le meilleur des souvenirs dans leur première confrontation à WrestleMania. Là, il y a une revanche, il y a MVP qui vient s'ajouter dans la balance. Ça va durer un peu moins de 10 minutes, et heureusement. C'était pas exceptionnel, mais j'ai pas envie d'enfoncer le match. Je trouve que Bobby Lashley a fait beaucoup d'efforts pour faire paraître Omos comme quelqu'un de super crédible. Omos, de son côté, a très certainement fait le meilleur match de sa carrière. Il a emprunté quelques moves, d'ailleurs, ça m'a fait marrer, à l'Undertaker, dont notamment le Snake Eyes enchaîné avec le Big Boot. Petite référence à André le Géant, qui pendant sa période heel aimait bien se retrouver bloqué les bras dans les cordes pour se choper des beignes et donner une opportunité à ses adversaires de prendre le dessus sur lui. Il a montré également un peu plus de selling, mais en même temps on partait de pas grand chose. J'ai trouvé qu'il y a eu un superbe work assez créatif d'amener le Hurt Lock d'abord avec un seul bras bloqué, puis amener le deuxième progressivement, Omos qui a réussi à s'en dégager, et il faudra l'intervention de MVP avec un coup de canne pour permettre à Omos de remporter la victoire, comme ça Bobby Lashley en effet est protégé dans la défaite. Omos va donc laver l'affront de sa défaite à WrestleMania, et évidemment, il est prévu que le programme se poursuive, il n'y a pas de raison qu'il ne se poursuive pas. À notre grand désespoir. Eh ouais, je vais quand même le dire, c'était pas exceptionnel, mais c'était quand même largement mieux que tout ce qu'on pouvait attendre. Autre match revanche chez Edge contre AJ Styles à WrestleMania, on a été plusieurs à être déçus de la nature un petit peu trop épique de leur combat, qui avait malgré tout pas mal de longueur. La storyline a continué d'occuper pas mal les esprits, désormais on sait que Edge et Damian Priest c'est le jugement dernier, le Judgment Day de la chemise noire, la camisa negra évidemment. Judgment Day, un clan qui était voué à s'étendre. Selon les Dirt Sheets, on avait appris que Damian Priest et Edge n'étaient pas destinés à rester côte à côte, et étant donné que Damian Priest était banni du ringside pour ce combat, c'était la meilleure des opportunités pour faire arriver un troisième larron dans l'affaire. Et ben au terme d'un combat qui a duré 15 minutes, un peu plus court et bien plus digeste que celui de WrestleMania, j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà toute l'idée de l'histoire racontée autour du bras de AJ Styles qui s'est fait ruiner pendant les dernières semaines de Weekly. Je passe là-dessus, mais AJ Styles évidemment il fait un travail de selling phénoménal, que ce soit dans sa manière d'amener le Styles Clash ou encore de ne pas faire le Phenomenal Forearm en prenant appui sur les cordes comme il a l'habitude, mais plutôt en se dirigeant vers l'escalade de la troisième corde parce que trop compliqué d'appliquer trop de pression sur le bras. Bref, c'est toujours avec ce genre de petits détails qu'on distingue les grands catcheurs très expérimentés des nouveaux qui débarquent. Et dans cette fin de match où malgré l'interdiction de Damian Priest de venir en ringside, et ben il va quand même se pointer, mais il va faire signe. Je suis resté sur la rampe, je vais pas beaucoup plus loin. Bon, c'est suffisant pour créer une distraction et AJ Styles à le regarder tourner. Il y a Finn Balor qui va venir faire le save. Alors Finn Balor totalement absent du clip de recap. On savait même pas s'il y avait véritablement un plan pour faire poursuivre l'aventure entre Finn Balor d'un côté et AJ Styles de l'autre. Mais Finn il va se débarrasser de Damian Priest, ils sont même venus sur le ring, j'ai eu peur à la DQ, l'arbitre a eu l'attention totalement détournée là aussi, ce qui a permis l'intervention d'une personne masquée, donc on avait tous déjà reconnu, d'intervenir et de donner la victoire à Edge, qui va faire pass out AJ Styles dans un crippler crossface. Ça fait 2-0 pour Edge et un nouveau membre dans le clan, ou plutôt une nouvelle membre, puisque c'est nul autre que Rhea Ripley qui, dès lors qu'elle s'est dévoilée au public, a reçu une pop totalement incroyable. Nouveau look et nouvelle dynamique, c'est très cool de voir un clan mixte à la WWE. Je sais que ça va pas être des plus simples à écrire, mais en tout cas grosse curiosité pour découvrir la suite. Et oui, AJ Styles et Edge, là aussi l'affaire elle est peut-être pas prête de se terminer. Alors maintenant qu'on a assisté aux 3 combats qui concernent la branche rouge, et direction la branche bleue. SmackDown à l'honneur avec le seul championnat défendu sur cette carte, c'est Charlotte Flair qui va confronter Ronda Rousey dans un I Quit match. À titre perso, pas des plus emballés de ce qui nous a été proposé en weekly, de la manière dont on a fait patienter et Ronda Rousey toujours pas aussi à l'aise dans les angles au micro, des lacunes compensées par Charlotte Flair qui elle excelle dans tout ce qu'elle fait, que ça soit dans son arrogance, dans son insolence. Et puis regardez-moi cette classe quoi, quelle entrée, quelle tenue, quel prestige. Bref, je sais, je suis un immense marque de Charlotte Flair et c'est pas le cas de tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais en effet, c'est cette Charlotte Flair qui va porter le match pendant les 20 minutes de combat qui n'ont jamais été ennuyantes. Dès le début du combat, il y a tout de suite eu de la brutalité avec un bel hommage rendu à Takayama entre le coup de genou et l'Everest German Suplex totalement folle. L'escalade de la violence, elle va se faire quand Ronda Rousey va décider, évidemment, de s'équiper d'un kendo stick. On les attendait, les kendo sticks qui nous ont marqués depuis Survivor Series 2018, qui va donner lieu à une scène totalement cool où Charlotte Flair va retourner backstage, récupérer 2 kendo sticks pour confronter Ronda Rousey. Alors là, il y a bagarre,
coups de kendo stick, Ronda qui fait des esquives, c'est Star Wars, c'est incroyable. Charlotte Flair, pour se défendre de tous les coups qu'elle reçoit dans la tronche, elle va se saisir de la caméra, du caméraman, le mec, on balance des caméras, on s'en fout, ça coûte combien ça, 20 000 balles? Oh, on s'en bat les couilles. Bagarre dans le public, toujours beaucoup de violence, et là, on est parti sur les soumissions en pagaille. Vu qu'il n'y a pas de disqualification, on peut se servir de cordes, on peut se servir d'objets, et j'étais un petit peu déçu de voir que Ronda Rousey, elle a pu appliquer les beaux conseils qu'elle avait reçus de Shayna Baszler dans sa préparation vers WrestleMania. Elle s'est fait embarquer un moment comme pour rire dans le figure 8 leg lock. Heureusement pour elle, il y avait une chaise pas trop loin qui lui a permis de se défaire de la prise. Derrière, malheureusement, Charlotte Flair va se montrer un petit peu trop confiante. Elle va prendre le micro et souhaiter à Ronda Rousey une bonne fête des mères. Ce à quoi Ronda Rousey va lui attraper le bras, le coincer dans la chaise et la faire abandonner, alors même pas abandonner, lui faire prononcer les mots I quit. Il y avait pas mal de petits moments badass, c'était très très fun, comme je dis, très sauvage, super environnement, et très très belle réaction de la part du public à la victoire de Ronda Rousey. Charlotte Flair, on l'apprendra un petit peu plus tard, va être écartée des rings de manière kayfabe, pendant peut-être quelques semaines, quelques mois, histoire de faire reposer les esprits et partir sur quelque chose de totalement nouveau, et là, c'est là qu'on va découvrir vers qui Ronda Rousey va se porter à l'avenir. Est-ce que ça sera Raquel Gonzalez, Lacey Evans si finalement elle tourne heel, Shayna Baszler, Natalya? C'est vrai que Natalya contre Ronda Rousey, tout le monde l'attend. Et je suis très curieux également de savoir pendant combien de temps Charlotte Flair va s'absenter et comment va-t-elle revenir. Avant-dernier match de la soirée, ils ont eu le droit à leur clip de feud, les mecs, avec une musique rigolote évidemment. Si on avait eu les droits de Benny Hill, on aurait mis Benny Hill. Joyeux Corbin contre Joyeux Copain, évidemment, ça va durer 10 minutes et ils ont fait des efforts. Genre, on peut pas leur enlever, ils ont fait des efforts. Il y avait peut-être une opportunité pour essayer de rafraîchir le personnage, que ce soit celui de Madcap Moss ou celui d'Happy Corbin. Le catch était pas mauvais, c'est juste que l'investissement global était pas véritablement au rendez-vous. Il y a même un moment donné où j'ai l'impression que les commentateurs ils se sont tapés un petit délire sur le fait que Baron Corbin il fasse un senton. Bah oui, le mec oh on l'a jamais vu faire ça, bah voilà il l'a fait. Allez ralenti, tout en pagaille, on sort le champagne, Baron Corbin il a fait un move supplémentaire. Madcap Moss, y a pas à dire, il est athlétique, il a quelque chose, mais il a des bretelles. Et histoire là aussi de protéger tout le monde et de frustrer Baron Corbin encore un peu plus, un très joli sunset flip de Madcap Moss va terminer la rencontre. Bah ouais, la petite victoire par sunset flip, ça arrive pas souvent, donc ça surprend. Et là aussi, vu que tout le monde reste fort, et ben il va falloir compter dans les semaines à venir à ce que ce programme se poursuive. Et se termine en weekly, pas en pay-per-view s'il vous plaît. Alors vu que c'était un peu le peace break et qu'on a eu le temps de souffler, qu'on a eu le temps de récupérer, on est parti pour le main event, le gros star power était présent. Le kebabier Drew McIntyre fait équipe avec RK Bro, l'entrée complète, les serpents, les claquettes, les sauterelles sont de retour, les sauterelles. Randy Orton c'est toujours la roue libre, il va s'amuser, il va vouloir aller chercher l'épée de McIntyre, il la prendra à la fin du show d'ailleurs. Le gros chien, la Bloodline font leur entrée, évidemment, là ça pète le swag. Gros charisme, grosse présence, tout de suite on insiste sur les plans de regard, caméra entre Roman Reigns, Drew McIntyre, c'est la confrontation qu'on attend. Et avant justement de m'attarder là-dessus, et franchement, il faut qu'on parle de Randy Orton. On a tenu un débat lors du SKO sur le côté less is more de Randy Orton, mais alors là c'était parfait. Randy Orton, dans ce combat qui va quand même durer un peu plus de 20 minutes, ne va prendre aucune chute, aucun bump. Le service minimum à son paroxysme avec, comme d'habitude, c'est un Riddle qui prend les coups pour absolument tout le monde. Ce qui est génial, c'est que pour nous matrixer, Randy Orton, il fait toujours le début du combat, très rapidement il fait le relais, une manœuvre en équipe avec Riddle et après il se fait oublier. Le mec depuis les prendre s'est pris un super kick d'un Uso pour aller dormir tranquillement. Il est revenu pour le hot tag avec la classique, corde à linge, power slam, DDT, position de RKO, hop c'est contré, hop il y en a un qui passe sur le gros chien qui passait par là, très joli. Un second qui passe sur un Uso, il va tenter le tomber, 1, 2, il y a le deuxième Uso qui vient casser le tombé, et là le cassage de tombé il est d'une violence que Randy Orton il va vendre comme s'il était au bout de sa vie. Le mec il a oversellé pour amener un nouveau hot tag avec Riddle, il va juste derrière ça se dandiner à l'extérieur du ring, se prendre un Superman Punch de Roman Reigns pour même pas chuter, juste pour aller
s'effondrer un peu plus loin derrière la table des commentateurs et on va plus le revoir. Et c'est génial parce que Randy Orton, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est incroyable. Je veux pas dire que c'est une fraude parce que c'est ça le catch aussi. Savoir minimiser les risques et savoir maximiser les réactions du public. Vous le savez, c'est un métier de menteur. Sincèrement, Randy Orton, le meilleur. Le plus grand des escrocs, il est incroyable et je comprends que ça soit le mec le plus over à la WWE. C'était même un petit peu dommage parce qu'il y a eu ces confrontations à distance avec Roman Reigns. D'ailleurs, même lui, quand il arrive au ring, c'est lui le plus over. Mais ils ont réussi quand même à nous amener des séquences Roman Reigns, Drew McIntyre. Il y a eu un face-off. Roman Reigns, il a pris un relais pour confronter McIntyre. Puis finalement, ils se sont même pas touchés. Il a refait le relais derrière. Grosse hit de la part du public. Et au milieu de tout ça, on a quand même eu le droit à un Claymore Kick de Drew McIntyre sur Roman Reigns, mais qui n'a pas déboulé sur le moindre tombé. Et vu que Riddle, il a été l'homme légal pendant les 3/4 du combat, évidemment, il a été le maillon faible. C'est également lui qui a donné le plus de sa personne pour faire vivre le combat. Pour lui donner cette impression de main event grandiose avec les Usos, ça a encore une fois très bien combiné et il va prendre la spire finale du gros chien, un petit peu out of nowhere. Et la Bloodline, malgré que j'y croyais absolument pas, va remporter la victoire. C'est un peu dommage parce que Drew McIntyre, il a peut-être besoin de gagner face à l'écurie adverse pour crédibiliser sa menace vis-à-vis de Roman Reigns, mais ils vont peut-être attendre un petit peu plus tard. Il y a encore de grosses échéances à venir, Hell in a Cell, Money in the Bank, SummerSlam. Et oui, sur le papier, McIntyre contre Roman Reigns, ça semble être le plan de la WWE. À moins que vous vous réveillez et que Randy Orton fasse le taf, face à Roman Reigns. Ah bah oui! Bon, cela dit, pour que ça se passe, il faudrait quand même qu'il commence à bumper, sinon on va vraiment se faire chier. Et c'est ainsi que se termine ce Premium Live Event que je recommande encore une fois, il était très digeste, plutôt fun. Peut-être qu'en effet, il sera totalement oubliable d'ici quelques mois, mais cela dit, un événement qui témoigne du dynamisme actuel de WWE. Bravo messieurs, merci pour le divertissement, mais bon quand même, j'ai le sentiment qu'on risque de revoir encore quelques matchs une paire de fois. Bon, Polo, entre nous, c'était bien comme show, bah oui. À quoi, dommage que ça soit les mêmes matchs. Bah tu sais quoi là, c'est quoi le prochain là, l'enfer en cellule, et ben, on refait les mêmes matchs mais avec une cage, voilà. Hein? C'est fun. C'est tout pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo, comme vous le savez, le partage, le pouce bleu, l'abonnement, merci pour les 80 000 abonnés, je le rappelle encore, inutile de le préciser, mais merci du fond du cœur. C'était Sturi et tout le monde reste fort, ciao, bye bye.